Nous abordons maintenant le point B des ressources de pratique spirituelle, le souci de soi et la quête de sens. Du sens, j'en avais parlé un petit peu, il y a la notion de guidance, de coaching, et les frontières sont un peu poreuses. La question du rapport au religieux et au système de croyance est très important, parce que finalement, chacun œuvre dans son propre système de croyance, que l'on soit athée ou dans une religion confessionnelle ou dans une pratique plus contemplative ou bouddhiste ou simplement dans une conviction politique très engagée, etc., on vit dans un système de croyance, de conviction Oui, qui va faire, je dirais, va être en interaction avec le projet de vie. Donc il faut pouvoir quelque part l'identifier et puis aussi, du côté de l'accompagnant, ne pas le coller sur la personne qui est accompagnée, qui est aidée. Alors, quand on fait des accompagnements de personnes en fin de vie, ben, il est très important d'identifier quel est son propre système de croyance et ne pas faire je dirais, de crise supplémentaire en faisant affronter deux systèmes de croyance non compatibles. oui, oui. Il faut pouvoir être clair là-dedans. Et en termes d'approche subjective contrôlée, eh bien, ce qui est très important, c'est de travailler sur l'impact des théories du complot. Aujourd'hui, on en a plein. Et Oui. voilà ce qui peut être intéressant de creuser. Moi, dans ma pratique, sans être pratiquant, j'ai une grosse influence venant du bouddhisme et du zen. Parce que j'ai appliqué dans les entreprises l'amélioration continue, le Kaizen, et qui m'a aidé à découvrir tout ce qu'il y avait derrière et qui m'a beaucoup intéressé. Et je pratique donc la méditation. C'est pas évident, hein? Voilà. Mais la méditation, pour moi, c'est un outil superbe, par exemple, pour approfondir la capacité d'écoute. Oui, Et donc, exact. je ferai passer quelques vidéos là-dessus pour moi, ce n'est pas encore au point, mais dans mes supports. Donc, on traitera de ça. Voilà, donc là, un outil très important de l'accompagnement, c'est les initiales de l'école de ski français. C'est en fait le sens, l'énergie et la forme. Dans tout projet de vie, projet industriel, on a cette question-là à traiter. Le sens, c'est quoi? C'est la direction qu'il y a entre la situation, l'analyse du problème et la vision, là où on veut aller. Et puis, entre les deux, il y a l'objectif qu'on se donne, la succession d'objectifs pour tendre vers la cible, vers notre vision. Et l'énergie, eh bien, c'est la réponse au comment on va y aller. Et on va chercher, à partir du diagnostic, de l'analyse du pourquoi, on va chercher quels sont les freins à l'atteinte des objectifs et quelles sont les stratégies, les solutions qu'on peut mettre en œuvre. En sachant que c'est souvent l'aider qui doit trouver les solutions, les freins et le diagnostic. Alors, Ouais. dans une situation de psychothérapeute, eh bien, c'est le psychothérapeute qui va faire au moins le diagnostic et qui va proposer des chemins de solution. Et puis, tout ceci ne marche bien si on arrive à le formaliser, c'est-à-dire en faire un écrit, un dessin, une fiche. Il va falloir simplifier, condenser et vraiment voir d'où on va partir et où on veut aller. Et quand ce travail-là est fait, après, le cerveau travaille tout seul pour se donner les moyens de réussir à atteindre son but. Ça, dans le développement de la personne, c'est quelque chose qui est fabuleux. Ça vient Ouais. à la fois du Kaizen, que j'évoquais tout à l'heure, et ça vient aussi de la PNL, de la neurolinguistique, l'importance de la vision, de la visualisation mentale, là où on veut aller.
Les sportifs l'utilisent beaucoup. Mhm. Je dirais, va représenter son slalom dans sa tête, va se le repasser. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, ce travail-là de construire de là où on veut aller est fondamental. Position de vie, eh bien, il y a ce triangle qui est le désir, l'acceptation ou l'angoisse, la peur de la solitude, le désir, l'acceptation, l'angoisse de la mort, le désir, l'acceptation ou l'angoisse de la vie. Il y en a qui ont peur de vivre, de prendre des Bah risques. oui. Voilà. C'est pas évident de vivre. C'est plein de souffrance quand même. Eh bien oui. Donc, voilà. Comment se situe la personne aidée? Est-ce qu'elle est dans le désir, dans l'acceptation, dans l'angoisse de chacun de ces gros pavés? Par exemple, une certaine façon d'approcher ou de dédramatiser la peur de la mort, c'est-à-dire tant que la mort reste impossible, c'est que tout le reste est aussi possible. Ah. Voilà. Bon. C'est une manière d'affronter. La solitude peut être à la fois un piège quand on est isolé et une ressource formidable. Donc, voir les deux côtés de chacun de ces points. La mort, ben, c'est finalement, dans une perspective bouddhiste, par exemple, si l'on considère que chaque changement de sa vie est une petite mort, parce qu'on a quitté une existence, on devient autre, je ne suis pas ce que j'étais, et le jour de ma mort, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, Ben non. prendre en compte que le dernier passage n'est qu'un passage parmi d'autres est une autre façon d'approcher le problème. Donc, avec ce travail-là, en sachant quelles sont les convictions, les croyances de chacun, l'aidant comme l'aider, eh bien, on peut faire un bout de chemin ensemble ou pas. Voilà. Ouais. Alors, comment développer l'appétit de vie? Ça, c'est un sacré enjeu. Ouais. Faut-il? Ah, Alexandre Jolien, je crois que je l'ai lu. Le Voilà. métier d'homme. Donc là, je donne quelques Ouais. c'est que sa vie, son existence, c'est un peu comme une sculpture, c'est à nous de lui donner forme. Je crois que dans les dents, par exemple, quand il accompagne une personne en fin de vie, doit entendre que l'appétit de vie peut cesser et que s'arrêter de vivre devient un soulagement. Un quoi? Un soulagement. Ah bah oui. Et Oui, les gens malades, oui. voilà. C'est pas forcément facile à entendre du point de vue de l'aidant. Et c'est là où l'aider, la personne concernée peut devenir plus aidante que l'aidant, si elle arrive à se faire entendre. C'est pour ça qu'au cœur de l'accompagnement, il y a d'abord l'écoute réciproque. Ce que l'on a travaillé la dernière fois, c'est le plus important. Alors, chacun peut s'engager dans un chemin de progression. C'est à prendre ou à laisser, à maintenir une exigence continue du dépassement de soi à petits pas. Il faut être humble, modeste, mais ça se travaille. Voilà. Vivre le quotidien comme un terrain d'exercice permanent. Dans le développement, par exemple, de la méditation, chaque instant de vie est un moment d'expérimenter la méditation. Et ça, c'est quand on arrive à ce stade-là, on voit tous les bienfaits de sérénité, de calme face à l'adversité. Mais bon, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui peuvent. Voilà. Ceux qui en ont l'énergie, l'appétit de vivre cela, Oui. l'expérience. Oui, mais ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend. Ah oui, oui. Alors, ça, c'est une autre cartographie qui est très intéressante que j'ai reçue de Michel Simon,
qui était un philosophe et prêtre. Et il intervenait au CTM, au Centre théologique de Milan. Et il positionnait auprès des religions sur ce grand schéma en disant que il y a la religion du salut, l'homme doit se racheter, retrouver le dialogue avec le divin, où l'homme a été créé par Dieu, la grâce, et donc ça c'est la notion d'Augustin qui donne sa vie à Mère Teresa, etc. Oui. Et puis de l'autre côté, il y a la discontinuité, la rupture entre Dieu et l'homme. L'homme est incapable. Et puis la continuité entre Dieu, l'homme a été conçu à l'image de Dieu. Alors on voit que par exemple le bouddhisme, l'hindouisme se situent plutôt par là. Luther se situe par là, les protestants sont aussi par là, Calvin, l'islam est plutôt là-dedans. Et aussi, ça évolue entre le dogme et les pratiquants. Par exemple, les catholiques, qui sont plutôt par là, eh bien, au XIXe siècle, ils étaient très, très proches des protestants et même plus culpabilisants que les protestants. Donc, entre le dogme et la pratique, il peut y avoir bien des écarts. Donc, voilà, ça, c'est une cartographie qui était intéressante pour montrer un peu les enjeux et les tendances. Voilà. Alors, ça, c'est un schéma que j'ai créé parce que j'ai travaillé sur la théorie du complot. Il y a eu pas mal d'analyses, etc., et de livres. Donc, la théorie du complot, la rumeur, tout ça, c'est un pavé que j'ai mis en rouge à gauche. Au milieu, j'ai mis les croyances confessionnelles, idéologiques ou laïques. Le libéralisme, le communisme, pour moi, ce sont aussi des formes de croyances, de religion, avec des rites, des rituels, etc. Et puis, il y a tout ce qui est la recherche scientifique, la stratégie et l'art, que je mets de l'autre côté. Et pour moi, il y a une continuité entre ces trois choses-là. Un chercheur a des convictions et même des croyances. Il a même des dogmes. Il a des rites, des rituels. Donc, ce n'est pas si séparé que ça. Et je crois qu'il y a trois facteurs importants qui sont à prendre en compte pour aller d'un extrême à l'autre. Le premier facteur, c'est celui de la croyance. Est-ce qu'on est dans un dogme, une vérité, un intégrisme, ou dans un doute, un pari, une conviction? Il y a des chercheurs qui sont dans le doute, il y a des chercheurs qui sont dans l'intégrisme et dans la vérité. Ils ont la solution, il ne peut pas y en avoir d'autre. C'est ce que j'appelle pas la science, mais le scientisme. Il y a aussi des croyants qui sont dans le doute. Et par exemple, j'évoquais, et qui ont fait un pari. J'évoquais Michel Simon, qui est un prêtre et qui a toujours, j'ai beaucoup travaillé avec lui, qui a toujours communiqué son doute et son choix de vivre avec ce doute. Voilà. Donc ça, c'est un premier facteur très important. Le deuxième, c'est l'ouverture d'esprit par rapport à l'incertitude. Quand on est complètement fermé à l'incertitude, eh bien, on va aller vers le dogme, la vérité, l'intégrisme. Quand on accepte l'incertitude, on va aller plutôt vers le doute et le pari. Et on peut avoir des chercheurs qui sont conservateurs, des chercheurs qui acceptent l'aventure. Les rumeurs, la théorie du complot, souvent sont le fait de personnes qui ont peur de l'inconnu. Ah bon? Et puis, donc, ça, c'est le troisième. Il faut donc qu'ils aient une explication. On ne peut pas rester dans le doute. Il faut avoir une explication rationnelle, même si elle est complètement différente. Et puis, le troisième aspect, c'est la singularité. On peut être exclu, narcissique, initié. On peut être dans le sentiment d'être élu, une élite, une conformiste. Ce sont des vecteurs différents
qui vont permettre de glisser de l'intégrisme complet au doute systématique. Voilà un petit peu la façon dont je perçois les liens qu'il y a entre les adeptes de la théorie du complot, des rumeurs, les confessionnels ou non, et les postures de recherche scientifique, artistique, même théologique. Le texte qui a été écrit il y a des milliers d'années, 3-4 milliers pour le bouddhisme, 700 ans, je crois, pour les musulmans, peut être lu au mot à mot ou peut être lu en tenant compte de métaphores et l'esprit prime sur la lettre. Voilà deux façons très différentes d'être soit dans une recherche théologique, soit dans un dogmatisme théologique. Mais on peut le retrouver dans la science aussi. On peut le voir avec le docteur Raoul, qui est plutôt un apprenti sorcier, mais bien adapté à la situation de crise, qui ne peut pas être entendu avec des scientifiques qui sont plutôt scientistes, parce qu'il faut absolument, même en situation de guerre, respecter les protocoles. Alors, ce professeur dérape un peu aussi, parce qu'il est lui aussi, et il se complaît dans le non-conformisme. Donc, il y a à prendre et à laisser. Et voilà, moi je dis que on peut pas être complètement contre non plus. voilà, Hein, c'est un infectiologue, mais c'est sûr qu'on ne peut pas adhérer aussi complètement. Voilà, mais quand il dit que, par exemple, à Paris, il y a eu beaucoup plus de consommation de claquemille qu'à Marseille, ben, ça montre qu'il n'y a pas que lui qui l'applique. Bah oui. Bah oui, oui, oui. Mais par contre, effectivement, ça a froissé d'autres personnes, et puis il est persuadé qu'il ne peut pas y avoir de rebond. Ça, au niveau français probablement, mais au niveau local, rien ne le dit. Ouais. Ils vont partir. On n'en connaît pas assez. C'est un anthropologue qui est Jean-Dominique Michel, c'est un Suisse. Jean-Dominique, c'est le prénom, qui fait un discours excellent sur ces sujets et qui critique beaucoup ce qu'a fait le gouvernement français, mais qui est plus proche du docteur Raoul sans l'encenser, parce qu'il le critique aussi. Voilà. Donc, il y a des chemins de doute, il y a des paroles diversifiées, il faut que chacun, à mon sens, crée sa propre opinion à travers l'étude de ceci. Voilà. Et puis, alors là, c'est un sujet un peu plus délicat, parce que c'est un peu plus compliqué. C'est ma propre posture en quête de sens. C'est que j'essaye, donc ça vient pas mal à la fois de ma culture bouddhiste et d'un philosophe qui est Gilbert Simondon. C'est lui qui m'a fait découvrir en fait cette mise en forme. C'est que j'essaie, moi, par exemple, de trouver un équilibre dynamique toujours en devenir entre les actions, là où je m'implique, les parties que je donne de moi, et puis les parties de prise de recul qui viennent de la méditation et donc d'un certain état de sagesse, de prise de recul. Et je ne veux pas être trop dans l'un, trop dans l'autre, j'essaye de trouver une dynamique. Et ces trois postures sont illustrées par trois livres. Où est-ce que je les ai mis? Ils vont être. Ah oui, ils vont revenir après. Voilà, ils sont. Voilà, c'est compliqué là. Bien là, voilà. Oui, il y a un livre qui est. Ah, mais je ne les ai pas notés là. Il faudrait que je les reprenne. Bon, il y a un livre qui m'a beaucoup orienté, c'est La mort suspendue. Cet alpiniste qui a survécu dans les Andes en se donnant plusieurs jours des objectifs d'une demi-heure de survie. Il était abandonné seul avec une jambe cassée et il a rentré sur un glacier. Pour la sagesse, l'extrême,
C'est ce qui s'est passé au Maroc quand une quarantaine d'officiers ont été enterrés vivants dans des grottes individuelles et où ils sont restés je ne sais plus combien d'années. Il y en a quelques-uns qui ont survécu. Ils ne pouvaient ni s'asseoir, enfin, ils ne pouvaient pas se tenir debout. Et ils vivaient sans lumière pendant, donc, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 années. Ah, Et ils sont ressortis, ceux qui sont ressortis. Il y a eu un très beau roman là-dessus, pour l'un d'eux, que j'ai lu et qui m'a marqué. Et puis, pour le don de soi, eh bien, il y a, comment elle s'appelle, Etty Hillesum, Une vie bouleversée, qui sont trois illustrations de ces trois piliers hein, que je donne. ouais, Donc, ouais, ouais. voilà, on peut naviguer sans extrême dans une échelle qui permet de voyager un petit peu là-dedans. Donc voilà un petit peu mon chemin. Et là, j'ai un dernier point qui est la théorie de l'acceptation de l'engagement. Donc c'est une théorie qui vient du Canada et qui fait un peu un mixte entre les approches de l'écoute, les approches de pleine attention, la quête du sens, les techniques d'accompagnement et de l'engagement. C'est-à-dire, j'accepte ce qui est, je regarde en face et j'essaie de, de m'engager pour ne pas subir et décider de ma vie. Alors, j'ai terminé par cette théorie parce que je trouve qu'elle est finalement assez proche de mon chemin de vie. Je l'ai découvert il y a 4 ans, je crois, 3 ou 4 ans, dans un séminaire à la fac. Et donc, j'en ai donné quelques éléments. Donc, il y a une flexibilité psychologique qui vient de notre capacité attentionnelle et une flexibilité comportementale par rapport au fait qu'on va accepter ce qui est, le regarder en face. Et je vais regarder, par exemple, les compétences à entraîner, hein, les compétences à observer des stimuli, soit les siens, soit l'extérieur. Sensibilité, est-ce qu'on est plus ou moins sensible à certains stimuli? Et puis, alors, donc, cette capacité à engager des actions importantes et à les suivre, donc derrière ça, il y a la notion d'autodiscipline, et puis la capacité à diriger flexiblement l'attention vers ses valeurs. Cette flexibilité attentionnelle, c'est au cœur de la méditation. Alors, des processus centraux de flexibilité, le contact avec le moment présent, soit comme contexte, je ne suis pas prisonnier de mon ego, je sais le regarder de loin. Accepter, permettre aux pensées, aux émotions d'exister sans lutter contre elles, ça rappelle les consignes de communication assertive et non violente. La diffusion cognitive, c'est apprendre du recul et à se détacher des pensées, des inquiétudes, et on reviendra sur ce petit graphique. Clarifier les valeurs et se fixer des objectifs atteignables, raisonnables. Donc, là, on a le passé-futur, c'est une cartographie qui représente beaucoup de ce qu'on a déjà traversé. Le fait que l'on veut ou non expérimenter, on est dans la fusion, soit comme contenu, on est dans l'inaction avec des valeurs peu claires, et on va essayer d'aller vers de l'acceptation, des valeurs régénérées, vivifiées, être dans le moment présent, s'inscrire dans le moment présent, avec des actions engagées, et soit comme contexte, on n'est pas le sujet au sens psychanalytique et occidental. Donc on voit qu'on passe ainsi d'une psychologie rigide à une psychologie flexible. C'est le schéma majeur de cette approche et on va voir que chacun des processus va nous permettre de faire bouger tous ces points. Tout ça, c'est très interactif. Donc, c'est un petit condensé
qui finalement résume assez bien le voyage que l'on a fait dans cette formation, avec 3 piliers hein, qui sont majeurs, c'est observer avec conscience, accueillir avec douceur et reconnaître ses directions, là où on veut aller, pour s'engager. Là, je ne vais pas développer, c'est qu'en fonction du contexte, effectivement, les accompagnements doivent s'adapter. Mais là, c'est un autre chemin qui sort du cadre de la formation. En conclusion de ce long parcours, je rappelle 3 points qui me semblent essentiels. L'aidant n'est pas un solutionneur. On n'aide pas pour finalité le mieux-être de soi-même, mais pour aider l'autre. Et donc, on est disponible, c'est un don de soi. On ne joue pas à l'apprenti sorcier, on reste dans le domaine de ses compétences. Et ces domaines de compétences sont à développer. C'est un chemin de vie. Développer l'écoute et l'accompagnement me semble aujourd'hui très utile dans notre société. Développer une posture d'aidant, et plus particulièrement dans ma propre posture d'aidant bienveillant, ce qui rappelle la culture un peu d'Extrême-Orient, bouddhiste, et la pratique méditative. Rester vigilant à œuvrer dans ces domaines de compétences, ne pas jouer à l'apprenti sorcier. Développer l'écoute, on n'a jamais fini. Et les techniques d'accompagnement, comme la pratique attentionnelle, c'est-à-dire l'une ou les multiples façons de pratiquer la méditation, la pleine attention à ce qui est, et puis le questionnement spirituel pour définir un petit peu notre chemin de vie, le remettre en question, le réorienter, me paraissent donc des cheminements essentiels. La posture des dents bienveillants, peut être améliorée par le partage d'expériences entre... Voici un petit retour en arrière sur le chemin parcouru. Nous avons d'abord traité des buts de la formation et de cette posture d'aidant bienveillant qui s'exerce dans un cadre non professionnel. Chacun peut faire un pas dans ce cheminement. Nous avons successivement traité des 4 grandes familles de ressources, celle d'accompagnement, celle de pratique attentionnelle, pratique de méditation, et les pratiques spirituelles, le questionnement sur la quête de sens et le souci de soi. Le point D, la théorie de l'acceptation de l'engagement font une petite synthèse de ces 4 grandes, de ces 4 aspects, enfin ces 3 aspects. Et dans le cadre de l'accompagnement, on peut développer et se rappeler le questionnement de la communication assertive et non violente, les techniques de coaching, d'accompagnement suivant plusieurs écoles. C'est un survol rapide qui a permis de dégager quelques grilles importantes. Et puis nous savons que, en fonction du contexte, la posture des dents devra s'adapter. Et nous terminons sur ce dernier point qui est une suite, une invitation à s'engager et à poursuivre dans ce type de posture.